Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis ravi de vous retrouver donc pour ce dernier volet de notre tétralogie consacrée aujourd'hui, comme Marie vient de vous l'expliquer très bien, au crépuscule des dieux, Götterdämmerung. Et à chaque fois que je suis venu vous parler d'un des opéras, je vous ai dit c'est encore plus que le précédent. Siegfried, c'était plus que Valkyrie. Valkyrie, eh ben, c'est encore plus. C'est encore plus de créativité, d'innovation, d'intrigue, c'est encore plus de métaphysique, c'est encore plus de musique. Comme vous avez entendu, ceux qui sont venus hier ont commencé le spectacle à 16h, on finit à 22h05, 10 ils ont applaudi beaucoup, et ça dure très longtemps. C'est un vrai marathon. Pour vous, pour moi, pour l'orchestre, c'est extrêmement long. Alors pourquoi c'est aussi long? Parce qu'en plus des 3 actes habituels, comme Siegfried et Valkyrie, il a rajouté un prologue. Donc, avant le premier acte, il y a un prologue, un petit prologue de 40 minutes, plus le premier acte, et donc les deux ensemble, la première partie, c'est 2 heures. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'un entracte de 40 minutes, et le deuxième entracte, même 1 heure. Donc c'est 2 heures de musique, enchaînement des deux, parce qu'on va présenter des nouveaux personnages qui n'étaient pas encore là précédemment. Je vais aller au piano, comme ça je vais vous expliquer en musique directement comment ça se passe. Alors, le prologue est partagé en 2 parties. La première partie du prologue se passe avec les Nornes, la deuxième partie du prologue avec Siegfried et Brunhild qu'on connaît déjà. Alors les Nornes, qu'est-ce que c'est les Nornes? Les Nornes, dans la mythologie scandinave, ce sont les déesses de la destinée. Elles tressent un fil, chacune, une qui s'occupe du passé, une qui s'occupe du présent et une qui s'occupe du futur. Et les 3 sont capables de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, mais même d'influer sur les événements. Et elles sont en fait les filles de la déesse Erda. Erda, vous vous rappelez, qui était dans Rheingold au début, et donc qui était la déesse de la terre. Et donc, au travers du premier trio de Götterdämmerung, on va un peu anticiper ce qui va se passer. En fait, elles prophétisent déjà le crépuscule des dieux, le déclin, le crépuscule. Et ça, elles le font en tissant les cordes. Et alors, comment commence cet opéra ? Le premier accord qu'on va entendre, c'est l'accord qu'on avait entendu quand Brunhild s'était réveillée à la fin de Siegfried. On avait entendu 2 accords. Il va utiliser les 2 mêmes accords qu'on appelle les motifs de l'éveil au monde, mais un demi-ton en dessous qui va donner une couleur plus sombre. Et on entend déjà les vagues du Rhin. C'est vraiment un motif primaire. On monte. Et comme dans Siegfried, deuxième accord, et cette fois-ci Ré bémol mineur, etc. Donc on commence dans une ambiance extrêmement mystérieuse. Mi bémol mineur, c'est une tonalité extrêmement rare pour commencer un opéra. Et comme d'habitude, tout de suite, Wagner nous met dans l'ambiance de ce qui va se passer. Et on va voir donc ces Nornes en train de tresser les fils. Et ce petit motif, qui est un peu comme des sinus, comme des vagues, va se transformer et va devenir le motif du tissage du fil, si je peux dire. Je ne dis pas le vrai mot parce que je n'ai pas le droit de le dire dans le théâtre, parce que ça porte malheur. Vous voyez le mot, elle tisse j'ai pas le droit. Oui, ça porte malheur. Alors, et donc, ça ressemble, ça c'est les Nornes qui tressent. Donc ça ressemble aux vagues, mais c'est quoi la différence? Plutôt qu'un accord très simple comme qu'un accord parfait majeur, là, l'accord des Nornes qui tressent, 3, 5, 7, 9, 11, très complexe. Sans qu'on le sache vraiment, on sent qu'il y a une complexité, peut-être justement d'allier le passé, le présent, le futur. Et ça, on le sent tout de suite. Pendant ces 20 minutes consacrées aux Nornes, Wagner va faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire avec nous. Son stratagème, c'est de nous faire réécouter toute l'histoire qui s'est passée avant. Donc ceux qui avaient raté les épisodes précédents vont tout comprendre. Et de nous faire écouter surtout tous les leitmotifs. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là aux épisodes précédents. Un leitmotiv, c'est un segment musical qui peut représenter un personnage, un lieu, une émotion. Et disons que ce sont des briques élémentaires dont Wagner se sert pour les mettre soit coller un personnage à une parole et qui donne toujours un contrepoint à l'action. C'est pas parce qu'un personnage dit « je t'aime » qu'il aime. Parce que si on entend dans un leitmotiv en dessous « je te déteste »,
Ça veut dire je t'aime, mais je te déteste quand même. Et c'est ça la complicité wagnérienne. Et il va aller très loin dans cette structure psychanalytique très souvent dans le crépuscule des dieux. Alors je vais vous rappeler un tout petit peu quelques thèmes qu'on avait eu précédemment, parce que vous allez les entendre très très souvent dans le crépuscule, si vous venez plus tard. Il y a ce qu'on appelle le motif du destin, qui revient extrêmement souvent. C'est ces deux accords, ils viennent dans toutes les tonalités. Hein. Là c'est en mi bémol, mais il peut venir en sol, etc., etc. Ils viennent dans toutes les tonalités, et ça c'est le motif du destin. Il y a le motif du Valhalla, le château où vivent les dieux. On sent qu'il y a quelque chose de plus solennel. Il y a un motif nouveau qui est vraiment propre aux Nornes, que lorsque les Nornes chantent, ce sont des accords un peu suspendus. C'est toujours suspendu quand on tresse le futur, le présent, le passé, qui s'enchaînent avec un motif qu'on connaît déjà, qui est le motif de la mort. Intéressant la mort, hein, parce que la mort, ça pourrait être quelque chose de dramatique, comme... Non, non. Chez Wagner, il n'y a qu'une majesté dans la mort. Et on l'entendra à la fin, au moment de la mort de Siegfried. Je spoil, mais bon, vous le saviez déjà. Il y a un motif très présent dans le Ring, c'est le motif de la puissance des dieux. Et ça, c'est les cuivres qui jouent des scensions de... Mais à la main gauche... On sent vraiment la puissance des dieux. Il peut cumuler les deux. Il peut mettre en même temps le Rhin et en même temps la puissance des dieux. Donc les briques élémentaires, donc les leitmotifs, sont tout à fait cumulables les uns aux autres. Un motif important qu'on a entendu avant, ce qu'on appelle le sommeil éternel. Tout ça, on l'entend dans les 20 premières minutes. On va entendre 40 motifs pendant 20 minutes. Je joue un peu plus vite, mais c'est intéressant, vous savez, j'aime bien toujours faire un peu le lien entre Wagner et les influences qu'il avait eues. J'avais expliqué, notamment dans Valkyrie, qu'il y avait des passages qui étaient inspirés de la sonate de Liszt. On connaît les liens très proches entre Wagner et Liszt, puisque Liszt est son beau-père. C'est-à-dire, Liszt est le père de Cosima Wagner, la femme de Wagner. Mais avant d'être son beau-père, il a été surtout le grand défenseur de sa musique. C'est lui qui a fait jouer Lohengrin à Weimar. Et ils ont évidemment beaucoup de connaissances en commun, et notamment il y a un élève de Franz Liszt, pianiste, qui s'appelle Karl Klindworth, qui a transcrit toutes les partitions de Wagner, puisqu'il est devenu un jour aussi très proche de Wagner. Et si je joue ce thème comme c'est transcrit par Klindworth avec des arpèges, ça fait immanquablement penser à une musique de Franz Liszt, comme un sonnet de Pétrarque par exemple. C'est vraiment, ça fait penser à cette influence lisztienne qu'il y a. Alors évidemment, le motif de l'anneau, le ring. Et qui est souvent enchaîné au motif de la renonciation à l'anneau. Très naturel finalement les leitmotifs, parce que quand on renonce, ça descend. Et quand on monte, c'est le Rhin. Donc c'est assez naturel inconsciemment ce qu'on entend. Enchaîné souvent au motif de l'or du Rhin. Ça c'est l'or du Rhin. Et c'est souvent joué soit par la trompette basse, la trompette ou le cor, qui sont évidemment des instruments dorés puisqu'ils sont en cuivre. Il y a des émotions aussi dans les 20 premières minutes de ce prologue. Il y a le malheur. Le demi-ton descendant, ça c'est le malheur. Et évidemment, la malédiction. Alors ça, on l'entend, je crois, 60 fois. Exactement. Donc
on va entendre tous ces motifs et qu'elles vont nous rappeler toute l'histoire de ce qui s'est passé. Et à un moment donné, vers la fin de ce trio, on va entendre, au moment où on va entendre le son du corps de Siegfried, qu'on connaît déjà, hein, on comprend que c'est ça, le fil va se briser et on va comprendre qu'elle présage déjà la mort de Siegfried. Au moment où la corde se casse, elle chante, et puis le drame arrive, et elle crie tout un Es riss, es riss, es riss. C'est brisé, le fil est cassé, et là, le trio va finir, elles vont retourner à la terre, puisqu'elles savent qu'elles présagent, elles nous disent déjà que c'est la fin des dieux. Très intéressant de commencer par un trio. Il va y avoir plusieurs trios dans ce Grötor de Mång. Premier acte, trio des Nornes, fin du deuxième acte, trio entre 3 solistes, et troisième acte, trio des filles du Rhin. Comme je l'avais dit dans Siegfried, 3 est un chiffre très important puisque c'est aussi un conte. Et vous savez que dans beaucoup de contes, le chiffre 3 est un symbole très très important. Et en nous mettant des trios, je pense qu'il nous rappelle ce chiffre 3. Donc 3, 3, 3, 3 actes, etc. Et quand elles s'en vont, on a l'impression que tout est fini. Et le soleil va se lever. Et c'est le premier morceau que j'appelle symphonique, c'est-à-dire où il n'y a aucun chant. Après le motif du destin, les violoncelles vont jouer très doucement le lever du soleil. Etc. C'est ça qui est extraordinaire pour moi comme chef d'orchestre et aussi pour l'orchestre, c'est que le Crépuscule des dieux est tellement fourni de morceaux symphoniques où l'orchestre joue tout seul. Et dans Net mise en scène, que vous avez peut-être vu, que vous allez voir, de Pierre Audi, il laisse vraiment la place à l'orchestre de s'exprimer. Normalement, ces endroits-là sont faits par Wagner, le rideau est baissé, et on fait les changements de décor. Tout ça, c'est pour des changements de décor, bien sûr. Ici, le rideau ne baisse pas, mais la mise en scène permet à ce qu'on écoute vraiment la musique pleinement. Alors, ce début, j'aime bien parfois vous raconter des anecdotes très personnelles. On me pose souvent la question, on me dit « Mais combien de temps tu as mis pour travailler cette partition? Ça dure 6 heures, ça doit te prendre beaucoup de temps pour travailler. » C'est toujours très difficile de calculer parce qu'il y a des choses dans les œuvres qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on les a vécues dans des situations différentes que celles d'être simplement chef d'orchestre. Et petite anecdote, quand je suis rentré au Conservatoire de Paris, quand j'avais 18 ans, dans la classe de chef de chant, de co-répétiteur pour être pianiste, le premier morceau que mon professeur de chef de chant m'a fait travailler, c'est le trio des Nornes. C'est la première chose que j'ai travaillé pendant 6 mois. Parce qu'il trouvait que je chantais très mal. Et il voulait que je m'entraîne à chanter les Nornes. Donc je jouais et je chantais les Nornes en même temps. Très mal, effectivement. Mais parce que moi, souvent, comme ma voix ne monte pas très bien, à chaque fois, je chantais en bas. Il disait « Non, non, tu dois chanter là-haut. » Alors là, et donc, c'est un morceau que j'ai appris il y a 30 ans. Donc, voilà. Et donc, c'est toujours difficile pour moi de calculer combien de temps j'ai passé à travailler un morceau. Donc, on voit le soleil se lever. Et vont arriver Brunhilde et Siegfried. Mais avant que Brunhilde et Siegfried arrivent, on va entendre leur motif. On va entendre ce thème tellement sublime de Brunhilde qui est tellement romantique, qui est souvent joué à la clarinette ou la clarinette basse. Et ça change énormément de la scène des Nornes, parce qu'on est dans un romantisme. Et ça va monter, 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 etc. Bon, il se passe des trucs entre Brunhilde et Siegfried. Et quand ça finit, Siegfried, on entend... C'est une nuit d'amour qui se passe, exactement. C'est ce qui se passe avant qu'on voit les personnages. Et donc, quand Brunhilde et Siegfried arrivent sur scène, en ayant écouté la musique, on a compris que quelque chose de vraiment très intime s'est passé entre Brunhilde et Siegfried. Et en fait, à travers ce qu'ils disent, donc dans cette deuxième partie du prologue, on comprend que la chose a été consommée, on voit un Siegfried beaucoup plus mûr, charismatique, une Brunhilde plus féminine, mais Brunhilde lui dit « Maintenant,
en gros qu'il a passé cette première grande initiation, il est passé devenu homme, mais elle dit « tu dois quand même découvrir le monde ». Ce qui est important, c'est que tu ailles découvrir ce qu'il se passe ailleurs, ce qui est incroyable de sa part. Et il dit va voir, voyage. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de voyager, de voir ailleurs. Et Siegfried, par preuve d'amour, lui, il a l'anneau sur lui. Il dit, bah tiens, je te donne l'anneau, par preuve d'amour, tu gardes l'anneau. Elle, en échange, lui donne son super cheval, Grane. Je dis super cheval parce qu'un cheval de Valkyrie a des pouvoirs quand même assez extraordinaires. Et il lui part avec ce cheval. Et évidemment, ils ne savent pas que l'anneau est maudit et que va provoquer des catastrophes. Et au moment où il part, c'est un des très grands morceaux d'orchestre pour nous. Il y a peu de morceaux qu'on sort du ring pour les jouer en concert. Il y a 3 morceaux. En fait, il y a La Chevauchée des Valkyries, que tout le monde connaît, qu'on joue en concert, je veux dire sur scène sans chanteur. Il y a Ce voyage de Siegfried, maintenant, dont je vais vous parler, et La marche funèbre de la mort de Siegfried dans le 3e acte. Ce morceau est extraordinaire parce que, d'abord, on va commencer à voir Siegfried s'éloigner. Donc, Brunhilde regarde Siegfried s'éloigner. Au début, la musique est très 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 forte, et puis plus il s'éloigne, plus la musique s'adoucit, parce qu'on comprend qu'il est très loin. Donc la musique s'adoucit, il s'en va. Et Wagner utilise quelque chose qu'il a déjà fait avant, il nous fait écouter le corps de Siegfried à l'arrière de la scène, backstage, très loin, et on entend le corps. On sait qu'il est très très loin. Brunhilde regarde de loin. Une dernière fois, on entend le motif à la clarinette basse de Brunhilde. Parce qu'il est très loin, donc on l'entend encore moins fort. On re-entend le corps de Siegfried. Et là, va proprement commencer le voyage de Siegfried sur le Rhin. Tout l'orchestre va commencer à jouer extrêmement fort. Et ça, c'est le motif de la joie de voyager, d'avoir envie de partir voyageur. Donc il veut vraiment voyager, voir, et on va entendre la musique du corps. Et une musique extrêmement joyeuse, enlevée, exaltée. Et dans ce morceau, il va même utiliser un instrument qu'il utilise très peu, Wagner, c'est le Glockenspiel, un instrument extrêmement aigu, et on va entendre très très aigu, donc ça nous montre qu'il est vraiment tellement heureux de faire ce voyage sur le Rhin. Évidemment, ça va enchaîner avec les vagues du Rhin. Mais quand même, on va entendre le thème du déclin des dieux. Ça, c'est le déclin des dieux. Il voyage sur le Rhin, il va probablement croiser les filles du Rhin. Et on entend le thème des filles. On entend les filles du Rhin, ils croisent. Et ce morceau de musique symphonique seul, donc qui permet aussi à la scène de changer de décor, dure peut-être 7-8 minutes, mais on imagine qu'il va se passer plusieurs jours sur scène. Comment on sait qu'il va se passer plusieurs jours sur scène ? Lorsque Siegfried va arriver sur scène au premier acte, il va dire des choses qu'il ne peut pas avoir devinées, donc il s'est forcément passé beaucoup de temps. Et donc voilà, pendant ce changement de décor, ce voyage de Siegfried sur le Rhin, qui est absolument un morceau extraordinaire pour l'orchestre, et que j'ai beaucoup de plaisir à diriger, on finit le prologue, et on va commencer le premier acte. C'est une blague que souvent se font les musiciens d'orchestre entre eux, parce que, vous savez, par exemple, au premier violon, je montre ici parce qu'ils sont ici, il y a une centaine de pages à apprendre et à jouer, donc c'est vraiment un long page. Alors, il joue au début le prologue, il tourne, puis au bout de 40 minutes, il tourne, et puis là, il y a écrit « premier acte ». Ça les fait rire, évidemment. Non, je dois dire que pour l'orchestre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un marathon, parce que aussi pour le corps, pour les muscles, il y a des notes tout le temps. Parfois, même quand on entend un seul accord dans la salle, on entend juste... Et en fait, à l'intérieur de cet accord, les violons, parfois, font... Donc eux, ils font... Et vous entendez
C'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et on va commencer le premier acte et on va découvrir 3 personnages qu'on n'a pas encore vus. On pensait qu'on connaissait tout le monde, mais non, pas encore. Donc arrivent les Gibichungen, qui sont donc de la famille de la dynastie des Gibichungen, avec celui qui est devenu le chef de la dynastie, Gunther, et Gudrun, sa sœur. Donc ils sont les enfants de Gibish et de Grimhild, leur mère. Et ils ont un demi-frère, donc qui a la même mère, Grimhild, mais qui a eu un enfant avec Alberic. Vous vous rappelez, Alberic, c'est le frère de Mimeux, donc les nains, donc méchants. Voilà. Et Gunther, donc, alors Gunther, c'est un peu comme un politicien qui donne beaucoup d'importance à l'image qu'il donne. Donc il va regarder, c'est comme un politicien qui va regarder les sondages tous les jours, à se demander est-ce qu'on m'aime bien, est-ce que je... Donc quand il parle, il change un peu son discours, il est un peu lâche, il est un peu indécis, puis quand il parle, c'est toujours très beau. Donc c'est un des beaux chants, je dirais, wagnériens du crépuscule, mais il parle un peu comme un politicien qui a appris... en ce moment, j'entends toujours parler... Il parle un peu comme ChatGPT, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Gudrun, c'est sa sœur, un peu pareil, mais une femme un peu superficielle, jolie, superficielle, mondaine. C'est vraiment l'antithèse de Brunhilde, puisqu'il va y avoir un peu concurrence dans cette histoire entre les 2 femmes, entre Brunhilde et Gudrun. Et Gudrun n'a pas du tout la profondeur de Brunhilde. Voilà. Et Hagen, le 3e personnage, alors là, c'est l'incarnation du mal. Mais pourquoi? Parce que, en fait, il a été élevé par une mère qu'il n'a pas aimée. Une mère qui ne voulait pas avoir d'enfants venus des nains, d'Alberic. Et donc, il a grandi dans une sorte de frustration, de haine de l'autre. Et c'est bien vu de la part de Wagner, encore dans ces choses un peu psychanalytiques. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un enfant pas aimé par sa mère, maltraité par sa mère, risque de mal tourner assez souvent. Et c'est le cas de Hagen. Et il n'a qu'une envie, c'est de manipuler les autres pour récupérer le pouvoir, récupérer l'argent, récupérer l'anneau. Et donc, ces 3 personnages vont se parler entre eux. Et comme Gunther sait que son demi-frère est quand même assez fort, parce que Hagen a des grandes capacités de persuasion, il va dire, mais comment est-ce que je pourrais arranger mon image, encore comme un politicien, et qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on m'aime encore plus? Et Hagen a déjà un plan derrière la tête, et lui dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu te maries, et que Gudrun, ta sœur, se marie aussi. Et d'ailleurs, je sais avec qui tu pourrais te marier. Toi, tu pourrais te marier avec Brunhilde, et Gudrun pourrait se marier avec Siegfried. Catastrophe. Brunhilde et Siegfried, ils sont ensemble. Mais alors, comment faire ça? Ils élaborent un plan ensemble. Et alors, comme c'est un grand manipulateur, Hagen, et qu'en plus, il a des filtres magiques, des potions magiques, il dit, écoute, j'ai une idée, on va donner un filtre magique à Siegfried qui va lui faire instantanément oublier Brunhilde et qui va le faire tomber amoureux immédiatement de la première femme qu'il verra, et la première femme, ce sera Gudrun. Donc ils veulent lui faire boire cette potion pour qu'il oublie Brunhilde et qu'il tombe amoureux de Gudrun. Mais alors le problème après, c'est de chercher Brunhilde. Et si vous vous rappelez bien, Brunhilde qui est entourée de ce feu, il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut traverser ce brasier en dehors de la fratrie de Brunhilde, c'est Siegfried lui-même. Mais donc il dit, bah, tu traverseras le brasier, mais tu mettras le haume magique, c'est compliqué, hein, le haume magique, et tu prendras l'apparence de Gunther. Et tu diras que tu vas te marier avec Brunhilde. Donc, il commence à préparer toute cette action ensemble. Alors, les nouveaux motifs qu'on voit dans ce premier acte, évidemment, qui dit nouveau personnage, dit nouveaux motifs qui concernent chacun des personnages. Le premier qu'on entend, c'est celui de Hagen, qui est un motif fort. Ça, c'est Hagen. Gunther, disons tous les Gibichungen, c'est très intéressant, c'est un motif un peu solennel, mais un peu comique aussi en même temps, je trouve. On ne croit pas trop à sa force. Le motif de Hagen est beaucoup plus puissant, et on sent qu'à la fin, c'est Hagen qui va écraser Gunther, qui va le battre. Le motif de Gudrun est un motif beaucoup plus... comme ça, un peu superficiel, un peu comme elle est exactement. Il y a le motif de la séduction de Hagen pour
pour faire les choses aux autres, en général. Pas seulement à Gunther, mais à tout le monde. Donc, il est... Et quand je joue ce thème à l'orchestre, je demande au violoniste de faire un portamento, là que je ne peux pas faire au piano, c'est pour ça que je suis tombé à côté. En fait, je leur demande de faire Tiwa. Donc quand vous entendrez ce motif, vous entendrez une petite glissade de violon. Parce que je trouve que c'est ce côté un peu serpent, manipulateur. Et la trahison par la magie. Il y a le thème du Tarnhelm, donc ce home qui fait changer d'apparence, qu'on connaît. Et c'est souvent joué par les corps. Et puis, la trahison par la magie. Et puis, c'est reparti après. Et donc, Siegfried va boire le filtre. Alors ça, c'est très amusant musicalement. Ce qui se passe quand Siegfried boit le filtre, Wagner met à l'orchestre un tri. Un tri, c'est-à-dire deux notes répétées extrêmement rapidement, qui font comme ça. Il fait ça, il boit le filtre au moment où il jure. Et avant de boire ce filtre, il jure fidélité à Brunhild. Nous, on sait qu'il est lié à Brunhild. Je vais jouer ce passage parce que c'est très intéressant. Donc, il y a le tri, comme ça. Et il va combiner en même temps le tri, que jouent les violonistes pendant qu'ils boivent, avec, pardon pour le son, en même temps que la trahison. Et quand il boit le filtre, on entend le thème de Gudrun. Tu es sublime, je t'aime. Ça y est, c'est parti. Il a bu le filtre, il est tombé totalement amoureux de Gudrun, et évidemment, voilà, c'est parti. Lorsque Gunther et Hagen font un pacte de fraternité, et à la fin du premier acte, lorsque Siegfried et Gunther vont faire un pacte de fraternité, à la fin, c'est carrément un vrai pacte de fraternité. Ils vont s'ouvrir les veines et se mélanger les sangs pour dire on est frères de sang. On va entendre un motif qui, moi, me fait penser à un autre compositeur très intéressant. Donc, il y a des choses dramatiques. Et là, pacte de fraternité, on entend. Ça, c'est extrêmement brahmsien comme thème. Les sixtes parallèles, il y a ça dans les symphonies, dans les... Alors, peut-être que je vais un peu trop loin dans les comparaisons, mais en Allemagne, au XIXe siècle, en gros, il y a deux compositeurs extrêmement connus, Wagner pour l'opéra et Brahms pour ce qui est symphonie, musique de chambre. Et ils sont chacun restés un peu dans leur coin, sans s'attaquer vraiment. Donc, et c'est très intéressant que Wagner mette cette citation un peu brahmsienne au moment où il y a une fausse fraternité, finalement, que quelqu'un qui est manipulé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas. Mais en tout cas... voilà. Et donc, ils font le pacte et Hagen reste tout seul. Et il y a un grand air ici de Hagen, qui est un air de basse, puisque c'est une voix profonde. Les méchants sont souvent les basses, hein, voilà, et qui attend l'anneau avec impatience. Dans cet air, on entend des choses très clairement. L'air commence par... Alors ça, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge déjà l'intervalle du diable, la carte augmentée. Et à la main droite, ce que je joue, c'est ce qu'on appelle le motif du travail de destruction que faisaient les nains. Et les deux en même temps. Et on entend bizarrement un rythme qui ressemble au rythme du corps de Siegfried, mais c'est un peu transformé. Pourquoi? Parce qu'il a bu le filtre, il est complètement transformé, Siegfried. Donc voilà comment il a transformé le thème. Donc on entend les trois en même temps. La carte augmentée, le travail et le corps qui joue un Siegfried un peu transformé. Etc., etc. Et donc, on va assister maintenant à un changement de décor. Voyage du château, on est le château des Gibichungen, vers le rocher de Brunhild, où elle est, évidemment. Et
Dans tout ce passage, on va entendre le combat de Hagen, sa haine froide contre les autres, son désir de vengeance, de manipulation. Mais aussi petit à petit les thèmes d'amour de Brunhilde pour Siegfried, parce qu'on change de décor et on va vers ça. Comment on l'entend, par exemple, on va entendre un très beau thème, et le retour du thème de Brunhilde. Ce thème qu'on entend, les deux clarinettes qui vont jouer très doucement, le thème de l'éveil au monde. Mais ça va pas quand même. Et on sent qu'il y a des choses. Et donc arrive la troisième scène du premier acte, et on va voir arriver un personnage qui n'avait pas encore eu de grands moments seul, c'est Waltraud. Waltraud, c'est la sœur de Brunhilde. C'est une des Valkyries qu'on a vues dans Valkyrie. Vous vous rappelez, il y avait toutes les Valkyries, les 9. Une des sœurs, c'est Waltraud. Et il va y avoir un grand passage entre les deux, où Waltraud, sa sœur, va essayer de la persuader de laisser tomber l'anneau, lui dire mais écoute, cet anneau c'est un malheur, c'est la malédiction, ça va être la fin des dieux, tu ne peux pas faire ça. Mais pour Brunhilde, cet anneau ça représente l'amour, c'est Siegfried, elle ne veut pas s'en séparer. En fait, c'est la rencontre de deux croyances, c'est-à-dire d'un côté Waltraud, elle, c'est celle qui veut sauver sa race, c'est celle qui veut défendre les dieux et lui dit de changer son idée, mais Brunhilde, pour elle, le plus important, c'est l'amour. Et elles n'arrivent pas à se rencontrer. Waltraud va rester sur son idée. Elle ne va pas réussir à convaincre Brunhilde. Mais Brunhilde, à la fin de l'opéra, changera, bien sûr, se sacrifiera pour le monde. Quand Waltraud commence à chanter son grand monologue, donc ça fait 1h30 qu'on est en train de jouer, hein, et puis elle chante Höre mit Sinn, was ich dir sage. Donc elle dit écoute avec attention ce que je vais te dire. Et là, on sent que c'est reparti. Et là, c'est parti pour un grand monologue qui est probablement un des monologues les plus poignants. Ce qui est intéressant, c'est que quand un personnage un peu qui fait des prédications comme Erda, et d'ailleurs c'est Nora, la même chanteuse qui a fait le rôle d'Erda et qui fait Waltraud ici, très souvent Wagner choisit des voix graves de femmes, des voix de mezzo, et c'est pas le seul, hein. Par exemple quand Cassandre chez Berlioz c'est aussi une mezzo, etc. Donc ces voix profondes et chaudes font penser à ce genre de rôle, de gens qui vont prévenir les autres pour dire. Le rôle d'ailleurs descend extrêmement grave de Waltraud, il va jusqu'au sol grave, il monte jusqu'au la aigu, donc il y a plus de 2 octaves. Et Waltraud fait une description très très effrayante de la situation de la chute des dieux, et on va entendre un motif qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, c'est le motif de Wotan. Quand Wotan avait fait ses adieux parce qu'elle parle de la chute des dieux, donc du dieu des dieux. C'est un moment extrêmement poignant. C'est là, d'ailleurs, où Waltraud descend jusqu'au sol grave. Très grave. Alors, quand Waltraud s'en va, le premier acte n'est pas fini. Hein. Quand Waltraud s'en va, arrive Siegfried, mais il est toujours sous les traits de Gunther. Et là, évidemment, Brunhilde ne le reconnaît pas, puisqu'il est en Gunther. Donc il dit, mais qui es-tu? Il commence à se battre, il dit, mais moi je veux me marier avec toi, mais jamais je me marierai avec toi, moi je suis promise à Siegfried. Ils se battent, il lui prend l'anneau, ça se passe évidemment pas très bien, et il dit, non, moi c'est moi qui vais me marier avec toi, en Gunther. Donc là, elle est catastrophée, elle comprend rien. Et on entend, donc évidemment, comme elle est catastrophée, on entend le motif de la catastrophe. Ça, c'est le motif de la catastrophe. Et le premier acte va finir, et on va revoir Siegfried sans le haume, donc vraiment Siegfried, en disant « Mais je ne toucherai pas à Brunhilde ». Lui, il ne se souvient plus de Brunhilde. « Je suis fidèle à Gudrun ». Et là, on entend un motif qu'on appelle le motif de la loyauté. On comprend bien, c'est quelque chose de vertical, je suis loyal, et d'ailleurs je mettrai entre moi et Brunhilde mon épée Nothung, et je ne la toucherai pas de la nuit. Et voilà. Et comme ça finit le premier acte. Voilà. Donc là, vous aurez 40 minutes de pause. Deuxième acte. Alors,
La première scène du deuxième acte se passe entre Hagen et son père, Alberich, qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, le frère de Mimeux. Et Hagen est en train de dormir. Et on ne saura jamais à la fin de cette scène, d'ailleurs, si Hagen a vraiment vu son père ou si c'était un rêve. Et c'est juste une scène où on voit que tout ce désir de traîtrise, de manipulation, de haine vient aussi de son père. Parce que ici, Alberich va pousser son fils Hagen à dire « tu dois manipuler, tu es rusé, tu vas réussir à récupérer l'anneau, etc. etc. » Donc c'est vraiment... surtout, ce qu'on entend, c'est des motifs de haine, de destruction, de travail, de destruction, etc. Je peux vous jouer juste le début de ce deuxième acte, qui commence par le motif de destruction que je vous ai joué tout à l'heure dans l'air de Hagen. Donc ça commence en si bémol mineur. Ça, c'est vraiment Wagner, c'est incroyable parce que... ça fait 7-8 mesures, donc plusieurs secondes, qu'on a un seul accord. Si bémol mineur. Mais alors, il le rend tellement incroyable. D'abord, il fait des rythmes très complexes qu'on entend dans les violons. Double, croche, 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 triolet, croche, croche, diminuendo, triolet, augmentation. À la basse, c'est toujours le même accord, hein, c'est toujours les 3 notes à la basse. Et toujours si bémol, toujours là. Les flûtes se rajoutent dans l'aigu, toujours le même accord. Toujours le même. Mais du coup, quand quelque chose de niveau arrive, là, on est surpris évidemment de la nouveauté. Ça, c'est exactement ce qu'il avait fait au début de Rheingold. Vous vous rappelez cette note qui était restée pendant cet accord qui était resté pendant 1 minute. C'est un peu ce même système de composition. Donc, on est dans un moment très angoissant, angoissé, etc. Donc, ça, c'est pour la première scène. Ça se passe probablement avant le lever du jour. Et là, on va assister au lever du jour. Alors là, il fait musicalement quelque chose de très très beau. Il utilise les 8 corps qu'il a dans la fosse en canon, qui chacun à leur tour vont commencer la même phrase musicale. Donc, il commence dans le grave. Donc, le premier corps va jouer. Et le deuxième corps. Troisième corps. Mais les 3 se sont rajoutés. Quatrième corps. Alors, je peux pas vous jouer les 8, hein. Monter les 8 et on sent le jour se lève, c'est absolument extraordinaire. Et cette montée du jour va se transformer petit à petit c'est un thème qu'on va entendre tout à l'heure, ça va être l'arrivée des chœurs. Et donc transformation, et tout de suite, motif de la magie. Transformation. Donc Siegfried raconte à Gunther Hagen qu'il a réussi sa mission, qu'il a réussi à ramener Brunhilde devant Gudrun. Alors Gudrun est un peu jalouse, elle demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait un truc avec Brunhilde? Il dit non, il y avait mon épée entre nous, je ne l'ai pas touchée. Et donc tout le monde se prépare au double mariage, au mariage entre Gudrun, attendez, il ne faut pas que je confonde, entre Gudrun et Siegfried, et entre Brunhilde et Gunther. Et donc Hagen va appeler tous les vassaux de Gunther, et là on va entendre un motif qu'on appelle l'appel aux hommes de Gunther, qui est deux notes que vous allez entendre des dizaines et des dizaines de fois. C'est hoi ho. Hoi ho. Donc son cri à lui de Hagen, c'est hoi ho ho ho. C'est pas Toyoto comme les Balkans. Hoi ho ho ho. Et on va entendre ça plein de fois. Hoi ho. Hoi ho. Et alors là, c'est orchestré tellement fort, il faut une voix d'une grande puissance qui puisse passer tout cet orchestre. Et vont arriver tous les chœurs. Et encore un moment musicalement incroyable. Il a attendu 4 opéras pour finalement nous mettre un chœur sur scène. Mais du coup, la puissance que donne le chœur, s'il avait mis que des chœurs tout le temps depuis le début et on a entendu des chœurs, le chœur annule le chœur. Mais là,
le chœur arrive et chante tous ensemble et derrière Hagen. Et ça donne au personnage de Hagen une force encore plus grande. C'est-à-dire, on sent, mais quelle puissance il a ce Hagen, incroyable. Et les voix, évidemment, sonnent extrêmement fortes. On a la chance, en plus, d'avoir un chœur magnifique ici à la Monnaie. Donc, on entend vraiment ça très, très fortement. Et quand le chœur arrive, on va entendre le motif de l'appel au mariage, qui est... qui est un mélange un peu du motif de Gudrun et d'autres. Donc, Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire, quand il fait son appel, Hagen, Wagner voudrait que Hagen lui-même joue un instrument sur scène, on le fait presque jamais, qui s'appelle le Stierhorn. Le Stierhorn, c'est une sorte de long tube comme ça, qui ferait peut-être penser un peu, vous savez, les trompettes de Haïda, de Verdi, c'est très très long comme ça, et on entend un son un peu moche, je dois dire, qui fait un peu comme une corne de paquebot, mais très très puissant, qui donne puissance. Et on doit utiliser 3 Stierhorn qui sont dispatchés, qui font 3 notes, et d'ailleurs qui jouent au demi-ton, comme ça, et même, donc qui sont assez violents. Et petite anecdote assez connue, c'est que à Bayreuth, donc là on a créé, il y avait un set évidemment de Stierhorn qui avait été fabriqué pour l'occasion, parce que comme je vous l'avais expliqué, Wagner a fait fabriquer beaucoup d'instruments pour la tétralogie, dont ces Stierhorn. Et bien à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont piqué les Stierhorn, les soldats américains, on ne sait pas pourquoi faire, mais peut-être pour le métal. Et du coup, quand Scholti a enregistré à Bayreuth en 1960 toute l'intégralité du Ring, il a dû faire reconstruire des Stierhorn qui avaient été volés par les soldats américains au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand les chœurs arrivent, l'orchestre joue extrêmement puissamment, et c'est presque très vertical. Très vertical comme ça. Et lorsqu'ils vont chanter tous ensemble les chœurs, ça fait penser à ces grands chœurs que Wagner a déjà écrit, par exemple dans Lohengrin ou de ces opéras-là, avec une tonalité très franche, do majeur, et tous les chœurs qui chantent extrêmement puissamment. Donc là, vraiment, on a le tableau du Hagen extrêmement puissant. On va voir arriver Brunhilde, qui est complètement anéantie, évidemment. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Un monsieur qui arrive, qui dit « je vais me marier avec toi ». Mais elle voit Siegfried. Et là, elle comprend que c'est lui qui était venu la chercher déguisée en Gunther. Elle voit qu'il ne se rappelle plus de rien. Et elle se met totalement en colère. Elle crie et dit « c'est de la manipulation, c'est moi qui ai fait l'amour avec Siegfried, c'est moi qui dois me marier avec lui ». Stupeur dans l'assemblée, personne ne comprend rien, parce que toute cette manigance était entre Gunther, Hagen et Siegfried. Personne ne comprend rien, on demande des explications à Siegfried. Alors évidemment, Siegfried, avec le filtre qui a tout oublié, il dit « mais non, moi je jure sur mon épée, moi j'ai jamais touché à cette femme, je la connais pas ». Et il ajoute un truc qu'il n'aurait pas dû rajouter. Il dit « je jure, et d'ailleurs, si je mens, que je sois transpercé par une arme ». C'est évidemment ce qui va se passer. Et c'est intéressant que Wagner nous le mette comme ça, parce qu'il va être finalement transpercé par une arme et il va mourir comme ça. Et alors il essaie de calmer tout le monde, Siegfried, pour que ça se finisse bien. Voilà. Et donc on va finir le deuxième acte avec un trio, mais cette fois-ci pas du tout un trio comme les Nornes au début ou comme le trio qui va avoir lieu à la fin avec les filles du Rhin, mais un trio plutôt de haine, enfin de toute cette ambiance qu'il y avait avec Hagen, Gunther et Brunhilde qui chantent ensemble. Évidemment, Hagen et Gunther voulant la mort de Siegfried, alors que Brunhilde, c'est plutôt parce qu'elle est en furie et qu'elle est extrêmement en colère. Et va se mêler à la fin du deuxième acte, et en même temps ces musiques de haine, de trahison, et en même temps la musique du cortège nuptial, du double cortège qui arrive en même temps. Donc il va cumuler toutes ces musiques en même temps. On va entendre les chors en coulisses très loin de l'appel au mariage. Venez tous au mariage, etc., etc. Et en même temps le motif du meurtre que je ne vous ai pas encore joué, le motif du meurtre qui est... Donc tout ça va se cumuler, l'appel de etc., etc. Et puis à la fin, mariage.
fin du deuxième acte. Voilà. 1 heure de pause. Je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire. À Bayreuth, ils font 2 fois 1 heure. C'est tellement demandant pour les chanteurs, pour les 2 rôles principaux notamment, Brunhilde et Siegfried. On a besoin de ce temps pour se reposer, pour que la voix redescende. C'est vraiment extrêmement difficile pour eux. Wagner n'avait pas été très content d'ailleurs du premier ténor qu'il avait eu. Il n'avait pas exactement la voix qu'il faut, mais les ténors et les sopranes qui chantent ces rôles sont extrêmement rares à ce niveau-là. Peut-être ça se compte sur les doigts d'une main, ceux qui ont ce niveau-là. Donc on fait très attention à eux, on est très gentils. 3e acte. Alors quand commence le 3e acte, on entend comme d'habitude le thème de Siegfried, etc. L'appel de Hagen, le Stierhorn. Bon, donc on est dans l'ambiance. On nous rappelle un peu Wagner nous rappelle ce qui s'est passé dans le 2e acte, mais là, changement total d'atmosphère, fa majeur, tonalité pastorale, retour aux sources, retour au Rhin, avec les corps. Ah, tout va bien. Et là, on va entendre le thème des filles du Rhin. Ça fait du bien. Après toute cette heure de trahison, de haine, d'intrigues qui sont parfois un peu compliquées à comprendre, je dois avouer, on entend finalement une musique un peu légère, comme ça. C'est les filles du Rhin qui arrivent. Et on va voir les filles du Rhin qui chantent. En même temps, elles sont un tout petit peu naïves, c'est pas le bon... elles sont heureuses, mais elles parlent avec mélancolie de cet or qu'on nous a volé, etc., sans peut-être se rendre compte à quel point c'est quand même catastrophique de s'être fait voler cet or-là. Et elles chantent, voilà. Et va arriver Siegfried. Et donc le trio des filles du Rhin va se transformer en quatuor. Les filles du Rhin chantent et ça me fait immanquablement penser à la prochaine œuvre que va écrire Wagner, qui sont les thèmes des filles-fleurs. Et on retrouve en fait une préparation dans ce trio quatuor de Crépuscule de Dieu, ce que Wagner va faire dans Parsifal, lorsque les filles fleurs vont rencontrer Parsifal. 6 chanteuses, 6 filles fleurs, c'est le même motif. Et ça fait penser à ça. Ça fait aussi penser à autre chose. Ça fait penser au trio des dames de la flûte enchantée et de Tamino. Vous savez, au début, quand Tamino est perdu, les 3 dames commencent à séduire Tamino avec chacune sa personnalité. Oh, il est beau, oh, il est intelligent, etc. Oh, il est riche. Et c'est un peu ça avec les 3 filles du Rhin. Elle commence à séduire Siegfried. Siegfried a quand même beaucoup changé depuis le tout jeune homme qu'il était, qu'on a connu. Là, il serait presque prêt à être séduit par les filles du Rhin. Tellement qu'à un moment donné, il dit si vous voulez, je vous donne ma bague en échange. Donc, c'est un peu sur la limite avec lui. Donc, ce trio finit, les filles du Rhin s'en vont, et puis, parce qu'à la fin, il dit non, je ne vous donne pas l'anneau. Je le garde pour moi. Et quand elles s'en vont, on va entendre les fanfares de Hagen, qu'on va reconnaître tout de suite parce que le thème, on l'a entendu tellement de fois dans le 2e acte. Et puis on va entendre hoi ho. Donc on sait qu'il arrive. Et donc va commencer la scène entre Hagen et Siegfried. Et Hagen, manipulateur, il connaît un peu Siegfried, il lui demande à Siegfried de raconter sa vie. Il dit « Raconte-moi ta vie, tous tes exploits, etc. » Et Siegfried commence à raconter sa vie depuis qu'il est petit, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il se rappelle en tout cas. Et à ce moment-là, pendant qu'il raconte tout ça, Hagen va lui donner un contre-filtre qui va lui redonner la mémoire. Oui, c'est compliqué. Et là, il va se rappeler qu'il comprend les oiseaux. Et on va revivre tout l'épisode de Siegfried où on entendait il comprend ce que disent les oiseaux. Vous savez, avec ces rythmes... avec tous ces... qu'on entend, tous ces oiseaux qu'on entend. Donc il est capable d'entendre les oiseaux, il raconte toute sa vie, et il se rappelle de Brunhilde. Il se souvient de la découverte de Brunhilde, de la découverte de l'amour.
Mais à ce moment-là, 2 corbeaux passent, Hagen dit regarde les corbeaux, il essaie d'écouter, il a le dos tourné, et Hagen, paf, lui plante au milieu du dos, l'arme. Et c'est comme ça qu'il tue Siegfried, entre dans le dos. Siegfried ne meurt pas sur le coup, il tombe, il agonise, et en mourant, il raconte la fin, il dit « Ah, Brunhilde, c'est celle que j'aime », et il dit « J'ai des frissons d'amour ». Mais ce n'est pas des frissons d'amour, c'est des frissons de mort. Et ça, c'est intéressant chez Wagner. Très souvent, la mort et l'amour sont liés. Les frissons d'amour, les frissons de mort. Quand il va composer Tristan, c'est le Liebestod, à la fin, c'est ça, c'est quand l'amour et la mort se rejoignent. Et là, il va mourir. Et on va assister à ce fameux morceau symphonique dont je vous ai parlé au début, qu'on appelle la marche funèbre de Siegfried. Je dirais qu'encore plus qu'une marche funèbre, c'est une marche funèbre puisqu'ils vont prendre le corps de Siegfried et l'emmener, mais on aurait dit à l'époque, c'est une oraison funèbre, parce qu'on va, dans la musique, rappeler tout ce qu'a vécu Siegfried dans sa vie, depuis petit, avec sa mère, la famille des Wölsungen, son amour pour Brunhilde, etc., etc. Et c'est un morceau d'une très grande force. Je vais vous en jouer quelques parties pour que vous voyez. C'est vraiment un morceau très connu des orchestres qui le jouent très souvent. Alors, quand il meurt, d'abord il meurt, les derniers mots qu'il dit, c'est sur le motif du destin. Bittet mir Gruß. Il meurt. On entend les timbales qui... etc. Et puis on va tout de suite entendre le thème de sa famille, des Wölsungen. Etc., etc. Et très doucement, ça va monter petit à petit. Et là, on va entendre l'orchestre tonitruant tellement fort, scandé en do mineur, 2 accords. Attention, je vais jouer très fort. Alors c'est quoi ces 2 accords? C'est juste un accord de do mineur. Souvent on appelait ça le leitmotiv du glas, le glas. Et alors, l'orchestration de ça, si je joue les accords sans la pédale, si je fais ça, c'est sec. Si je joue les mêmes et que je rajoute la pédale, il y a une résonance. Et quand on orchestre, cette résonance, on la donne par les corps. Donc, les cuivres, trombone, trompette font pam, pam, mais les corps tiennent po, ça c'est la pédale du piano. Et donc on entend ram, ram, pam, pam. On peut dire là c'est le frisson de la mort. Ça c'est le frisson de la mort. Et on va entendre l'orchestre petit à petit énumérer toute la vie de Siegfried. On entend les tuben wagnériens jouer le thème des Wölsungen. Etc. Et puis on va entendre au cor anglais le thème de sa mère, de Sieglinde, tellement touchant. Repris par la clarinette. Le hautbois. C'est un morceau tellement touchant. Et évidemment, les motifs vont se rajouter les uns aux autres. On va entendre le frisson, mais pianissimo. Voilà. En bas, le thème des Wölsungen. Etc., etc. Ça va monter. On va avoir un grand crescendo. Et puis, évidemment, on va entendre des thèmes très connus comme l'épée. Etc. Un grand morceau qui dure, je
pas, 7-8 minutes. Et tout l'orchestre joue, évidemment. On a des grandes fusées au violon qui montent, qu'on a le thème de Siegfried. Etc. Donc c'est orchestré très opulent pour l'orchestre. Et à la fin de cette marche funèbre, oui, qu'on appelle comme ça, il va y avoir le retour de Gudrun, qui est inquiète, qui se dit mais qu'est devenu Siegfried? Elle n'est pas au courant. Et c'est bizarre parce qu'elle a vu aussi Brunhild se diriger vers le Rhin. Hagen arrive avec le corps de Siegfried. Et là, on lui ment. Gunther Hagen essaie de lui faire croire que Siegfried est mort dans un accident de chasse. Et elle se jette sur le corps de Siegfried en pleurs de son futur mari, etc. Et elle accuse les deux, Hagen et Gunther, de camoufler. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui est pas bien. Et là, Gunther, lâche comme il est, c'est sa sœur, d'un coup se désiste. Il dit non, c'est Hagen, c'est Hagen. Et Hagen, énervé, il commence à se battre et il tue Gunther. Donc il tue son demi-frère. Bon, c'est Hagen, hein, c'est le méchant. Donc il tue son frère. Et donc la Gudrun se jette sur le corps de son frère. Parce qu'avant, et d'ailleurs sur la partition, Wagner écrit et se jette sur le corps de son frère et reste là jusqu'à la fin. Donc là, on l'a pas fait dans la mise en scène, hein, mais normalement, elle reste sur le corps de son frère. Intéressant d'ailleurs de se dire que chez Wagner, elle préfère son frère à son mari, hein, de rester sur le corps de son frère. Et donc c'est la dernière partie qui va commencer. Et c'est alors qu'apparaît Brunhild, qui, cette fois, n'est pas en furie, n'est pas en colère, mais elle est extrêmement calme. Elle raconte tout à Gudrun, et elle ordonne qu'on monte un bûcher, parce qu'on va arriver sur les 20 dernières minutes de cet opéra, qui est probablement une des fins les plus sublimes, à tout point de vue, écrites dans un opéra. C'est ce qu'on appelle l'immolation de Brunhild, parce qu'elle va finalement se jeter dans ce feu, elle va se sacrifier pour une nouvelle civilisation, pour un nouveau monde, avec la fin des dieux. Qu'est-ce qu'on apprend pendant tout ce texte que dit Brunhild à la fin? On apprend d'abord qu'elle dit qu'elle comprend qu'un homme peut être en même temps, en pensant à Siegfried, hein, qu'un homme peut être en même temps pur et impur, qui peut être en même temps infidèle et un traître. Donc elle a réalisé ça aussi. Mais elle n'en veut pas tant que ça à Siegfried, elle en veut presque plus à son père, Wotan, qui, à cause de toutes ces manipulations politiques, les intrigues, fait que ça a causé tellement de malheur dans le monde. Et ça, elle ne le supporte plus. Et donc elle va se sacrifier, se jeter avec son cheval dans le feu. À ce moment-là, le Rhin déborde, le château est en feu, c'est la fin des dieux. Les filles du Rhin sortent du Rhin, attrapent Hagen par le cou, prennent l'anneau et le traînent à la fin dans le Rhin. Ce qui fait qu'à la fin, finalement, on se retrouve un peu comme on était au début, c'est-à-dire le Rhin est retourné en bas, mais les dieux ont disparu. Donc c'est pas. Alors comment il fait cette fin qui est absolument magnifique? Comme d'habitude, il va superposer plusieurs thèmes sur cette fin, mais de manière tellement subtile qu'on ne va pas se rendre compte. On va à la toute fin. Donc quand tout le monde a fini de chanter, tout le monde est parti. Hagen a crié « Non, pas l'anneau, il est parti ». Et là, l'orchestre reste seul à jouer. Parce qu'en fait, la première idée de Wagner, c'était de mettre dans la bouche de Brunhild une phrase du type qui voulait dire ce qui nous rend heureux dans la vie, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas les possessions matérielles, mais c'est l'amour. » Il voulait faire chanter ça à Brunhild, mais il a trouvé que c'était pas assez puissant de le faire chanter, mais qu'il valait mieux mettre ça dans l'orchestre. Et finalement, c'est un peu le message du Ring dans sa totalité. C'est de dire que oui, c'est la fin des dieux, mais tout n'est pas fini, puisque normalement sur la scène, on voit encore des gens qui regardent les dieux mourir. Tout n'est pas fini, et peut-être que tout peut être reconstruit avec l'amour. Et que c'est l'amour qui servira à faire un nouveau monde. Et alors, pour présenter ça, à la fin, quand la catastrophe est arrivée, on va avoir cumulé en même temps le thème des filles du Rhin. Alors ça, c'est dans un rythme 6-8.
Alors, je ne vais pas expliquer trop si vous ne savez pas, mais donc il y a un balancement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, donc tam, pa, pam, pa, 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 tam. Avec ce tempo, ce rythme, on entend les vagues du Rhin. En même temps, donc les deux en même temps. Et avec ça, il va rajouter le thème du château, du Valhalla. Donc on entend... Et là, le thème le plus sublime. C'est quoi ce thème? C'est un thème qu'on a souvent appelé la rédemption par l'amour. Mais plus que la rédemption, je dirais que c'est le motif de la compassion. C'est le motif de l'amour transfiguré. Et donc quand les dieux s'en vont, c'est la fin, on entend ce thème. Alors ce thème, il est lui par contre à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors que celui qui est superposé en même temps des filles du Rhin est à 2. Et plus le thème du Valhalla qui lui est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2, 2. Donc il superpose des timings différents en même temps, des motifs différents. Donc alors là, on est à l'apogée de ce qui est possible de faire de superposition des leitmotifs. Tout ça se superpose, on va réentendre le motif de la puissance des dieux, etc. Et puis ça monte, et puis là on va arriver à l'endroit le plus fort, le plus puissant. C'est au moment où c'est l'explosion finale, le déclin des dieux. Il va utiliser un instrument qu'il n'a pas encore utilisé, le tam, c'est-à-dire une sorte de grand gong plus les cymbales. On va arriver là-haut. Une dernière fois, on entend le thème de Siegfried. Ta, 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 et... explosion, silence, et thème de la rédemption. Et fin de l'opéra.